J'ai pas commencé brillamment, puisqu'à l'époque, j'étais pas très bon à l'école. J'étais en Afrique, parce que mes parents travaillaient en Afrique avec Air France. Mais arrivé en classe de 6e, j'ai tombé sur un prof de mathématiques qui m'a fait passer de dernier en maths à premier en maths. Et donc, à ce moment-là, vous voyez, c'est la Terre prend une autre couleur chatoyante, et tout était possible grâce aux mathématiques. Donc, j'ai eu ce désir des mathématiques, cet amour des mathématiques jusqu'à aujourd'hui. Encore, j'aime les mathématiques, parce que ça m'a sauvé la vie. Les mathématiques m'ont sauvé la vie. Après, j'ai fait du dessin industriel, ça va pareil, j'ai été un bon prof. Et après, j'ai fait l'école de l'air pour être pilote de chasse, puis pilote d'essai. Et j'ai été sélectionné comme astronaute, comme pilote d'essai, pour piloter le programme Hermès. Pas les sacs à main Hermès, mais la navette européenne Hermès qui devait décoller sur Ariane 5. Donc finalement, j'ai été recruté comme pilote d'essai pour Hermès. Et je vais faire un vol normalement avec la navette américaine en 86. La navette explose en 86, donc je ne peux plus aller à la NASA. Finalement, je vais chez les Russes et je fais un entraînement, puis un vol avec les Russes en 92. En 93, les Russes signent l'accord de coopération avec la NASA, ce qui inquiète beaucoup les Américains et les Russes, parce que ça ne marchait pas très bien au niveau politique. Et donc la NASA me demande de venir pour rassurer la NASA sur le fait qu'il était possible de coopérer entre Russes et Américains. Donc je vais à la NASA. Au départ, c'était pour un stage de 9 mois, 1 an, comme consultant. Et finalement, la mayonnaise a bien pris parce que j'avais un nom italien. Et donc, je reste à la NASA et je fais un vol en 99 sur la navette Columbia. Je devais revoler une 3e fois dans l'espace. Et puis, 2003, la navette Columbia explose. Donc, je reviens en Europe et je dirige le centre des astronautes européens à Cologne. Et je sélectionne Thomas Pesquet et Sophie Adenau. Et la primeur, c'est que Thomas Pesquet a volé 2 fois dans l'espace. Sophie Adenau a été annoncée hier pour faire un vol dans l'espace en 2026, en printemps 2026. Donc vous voyez, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Voilà, et depuis, je travaille sur plein de projets, sur les startups, sur les CubeSats. Et un truc qui m'amuse beaucoup, c'est qu'on fait des coopérations avec l'Afrique sur les CubeSats qui sont des petits satellites. Voilà. De ma carrière en ce moment, et donc on va vous dire tout ce qui n'a pas été dit. Alors je vais le faire de façon en quiz, en question-réponse avec vous. Alors ça va être simple au départ, compliqué à la fin, et si vous ne réussissez pas, il n'y aura pas de repas. C'est la règle, là, c'est ce qu'on a vu. Hein. Alors, on va dire, vous savez, il y a un programme qui était sur la Lune, qui était le programme lunaire avec la voiture Saturne V. Quels ont été les programmes américains qui ont permis aux astronautes d'aller sur la Lune? Comment s'appellent les 3 programmes qui ont été avant la mission lunaire? Il y a Apollo. Voilà, dans l'ordre. Gemini. Ouais. Mercury. Dans l'ordre, j'ai dit dans l'ordre. Hein. Mercury. Déjà, vous avez loupé le dessert, là. Hein. Donc, Mercury. Gemini, Apollo. Gemini, Apollo, très bien. Donc, lui vous avez le droit à déjeuner. Ça marche. Alors, je note, première question, c'est bien. J'ai dit que ça va être compliqué, hein. Vous savez que quand, en 69, juillet 69, les 2 astronautes américains se posent sur la Lune, le premier astronaute qui se pose sur la Lune, c'est Neil Armstrong. Il descend les marches de l'échelle, il se pose sur la Lune. Pendant ce temps-là, que fait le 2e astronaute, Buzz Aldrin? Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Le film. Non, il fait un truc particulier, intéressant, particulier, qui a été écrit dans un livre d'ailleurs. Il a écrit un livre sur son vol. Il a fait une chose assez extraordinaire qui m'a un peu déboussolé. Enfin bon, il l'a fait quand même. Qu'est-ce qu'il a pu faire sur le LEM? Oui, il est dans le LEM, dans cette petite cabine, et l'autre se pose là. Il a consacré 10 minutes, un quart d'heure pour faire une chose particulière, très importante. C'est un peu plus dur. Je vous pose ces questions parce que moi je ne les connaissais pas. Donc c'est des trucs qui m'ont surpris, mais je connais un gars qui est un fou d'espace et qui a récupéré dans tous les livres qu'il a lus ces petits détails croustillants. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Si vous ne savez pas, je vous donnerai la réponse, bien sûr. Le tableau de bord. Après, ça c'était pour le retour, mais à l'arrivée, il a fait un truc particulier qui n'est pas technique. C'est pas technique du tout. C'est une petite cérémonie qu'il a faite. Il a fait une petite cérémonie. Quelle a pu être cette petite cérémonie? Non, c'est pas ludique. C'est plutôt, c'est profond. C'est profond. C'est une cérémonie, c'est profond. Il a pas loin. Pas loin. Il a communié. Il a communié. Il avait amené un calice, il avait amené l'hostie, il avait amené le système, il avait un petit pad, mais tout petit comme ça. La première chose qu'on a fait sur la Lune, il a communié. On a fait la communion parce que c'est grâce à Dieu qu'on s'est posé sur la Lune, donc il était croyant. C'était, je ne connais pas sa religion exacte, mais c'était certainement catholique. Il avait eu le calice. Ensuite,
pendant que Neil Armstrong descend les marches de l'échelle du LEM, il va faire ce fameux discours, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Quelle est la deuxième chose qu'il va faire? Très important. Quelle est la deuxième chose qu'il va faire? En coopération avec Buzz Aldrin d'ailleurs. Ils vont faire ça ensemble. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors c'est moins grandiose, attention, hein, je vous dis, il y aura du très haut et du très bas. Là, on est plutôt sous la table. Là. Il a fait donc... Qu'est-ce qu'il a fait? Tu le sais, toi, hein? Tu le sais, oui. Il a récupéré le sac d'excréments que Buzz Aldrin lui lançait. Parce qu'ils avaient resté pendant 3-4 jours dans la cabine, et ça commençait à sentir... pas Chanel, mais l'autre, là, je sais plus comment. Et donc le sac était plein, ça commence à sentir mauvais dans le truc, et Buzz Aldrin lui lance le sac, il dit mets ça dans un coin, et c'est pour ça que la première photo où on voit le LEM sur la Lune, il y a ce petit sac blanc qui est le sac d'excréments. Donc j'ai dit c'est moins glamour. Alors maintenant, une question un peu complexe. Quel est le premier drapeau qui a été ouvert, qui a été déployé sur la Lune? Quel est le premier drapeau déployé sur la Lune? Alors le piège, hein, ça serait le drapeau américain. Mais non, c'est pas le drapeau américain. Malheureusement, il y a une petite astuce là-dedans. Celui de la NASA? Non. De la Floride? Non plus. C'est pas américain. C'est pas les Russes? Non, ça c'est la question d'après. C'est le drapeau d'un pays blanc. Non. C'est un drapeau de quel pays alors? L'ONU? Non. On sait si c'est un pays ou pas? C'est un pays, oui, c'est un pays. Ils étaient originaires d'où? Les Américains, tous les deux, ils étaient américains. Donc le premier drapeau qui a été déployé sur la Lune n'est pas le drapeau américain. C'est un drapeau d'un autre pays européen, un pays européen. Donc c'est un pays, je vous le mets sur la voie, c'est un pays européen. Quel est ce pays européen qui a pu mettre un drapeau dans une expérience cachée? Les Irlandais? Non, au Royaume-Uni. Non. Alors, il fallait faire une expérience compliquée, il fallait mettre une expérience sur la Lune tout de suite pour mesurer le vent solaire. Quel est le pays qui va s'occuper des radiations qui viennent du vent solaire, d'après vous? La Suisse. Exactement. Donc le premier drapeau, tu le savais toi, hein? Tu le savais. Le premier drapeau mis sur la Lune est un drapeau suisse. Les Suisses avaient mis un drapeau suisse dans le mât d'une expérience qu'on devait déployer pour mesurer le vent solaire, et dans l'emplanture, il y avait le drapeau suisse. Voilà, donc c'était, hein, vous voyez, ça que c'est important. Alors, ensuite, alors, quand ils sont sur la Lune, les astronautes, et puis ils vont passer quelques heures, moins d'une journée sur la Lune, ils vont repartir, ils vont laisser, à part le sac poubelle et à part le drapeau suisse, ils vont laisser deux choses très importantes sur la Lune. Deux choses. C'est quoi? Pour mesurer les tremblements. Non, ça c'est une chose assez étonnante qu'ils ont laissée sur la Lune et que personne n'a su, sauf dans les livres secrets qui ont été écrits récemment. Ils ont laissé deux choses importantes qui sont fabuleuses finalement, qui sont un message d'espoir pour l'humanité. Ils ont laissé deux choses importantes sur la Lune. Et après, je vous dirai pourquoi. Message symbolique, enfin, Message symbolique, ouais. en fait. C'est pas la technologie, non, ce sont des choses, des symboles. Ils ont laissé deux symboles sur la Lune importants. Tout à l'heure, pourtant vous avez parlé tout à l'heure, c'est lié à la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont pu laisser sur la Lune lié à la Russie? Un marteau est possible. Un ourson. Non. Allez, cherchez un petit peu. Qu'est-ce qu'ils ont? Pas loin. Vous savez que Gagarine vole en 61. Il se trouve, il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une page sur Gagarine, une page sur Armstrong. Quand Gagarine va dans l'espace, il est le point d'admiration de tous les Russes, de tous les Soviétiques, mais aussi de certains Américains, dont Armstrong. Donc Armstrong va sur la Lune, mais il a toujours rêvé de rencontrer Gagarine, il ne peut pas rencontrer Gagarine. Et un des astronautes américains va passer chez les Russes pour discuter avec les Russes, et lors d'une soirée, il va rencontrer l'épouse de Gagarine, et Gagarine est mort très tôt, il est mort en 68 ou 67. L'épouse lui donne la médaille de Gagarine, et le deuxième mort, c'était Komarov, qui était mort sur le Soyouz numéro 1. C'était les deux premiers morts qu'il y avait. Ils rencontrent les épouses leur donnent des médailles commémoratives. La NASA ne l'a jamais su.
Ça veut dire que Armstrong a pris les médailles avec lui et arrivé là-haut, il a posé les médailles de Komarov et de Gagarine sur la Lune. C'est un message extraordinaire qui veut dire que les gens à ce niveau aussi élevé que sont les astronautes avaient envie de coopérer ensemble. Et par la suite, Armstrong, après son vol, a été reçu dans le monde entier, mais il a voulu aller en Russie, voir Gagarine qui était malheureusement décédé. Il a vu la famille, il a montré les photos des médailles qui étaient posées sur la Lune de Gagarine et de Komarov, il a rencontré les familles et est allé faire cette signature dans le bureau de Gagarine qui existe toujours à la Cité des Étoiles. Donc une amitié importante qui a eu lieu entre Armstrong et Gagarine. Malheureusement, Gagarine est décédé, donc Armstrong est resté sans rencontrer son partenaire. Mais après, cette amitié a continué avec Alexei Leonov, qui était le cosmonaute numéro 5, et Tom Stafford, qui était aussi un astronaute des premiers astronautes américains. Et ces deux astronautes se sont liés d'amitié en 72-71 pour faire la mission Apollo-Soyouz en 73, avec un vaisseau Apollo qui décolle de Cap Canaveral, un vaisseau Soyouz qui va décoller de Baïkonour. Les deux vont s'arrimer dans l'espace, ils vont ouvrir les portes, se serrer la main, se faire des cadeaux, boire un petit coup ensemble de liquide technique. Ils vont parler ensemble et ils vont faire le premier pont téléphonique d'un président américain qui parle aux astronautes américains, qui parle aux astronautes russes, qui parle au président russe. Premier pont spatial entre une discussion entre un président russe et un président russe. Donc deuxième chose symbolique. Et c'est de cette affaire d'amitié qu'il y a eu entre Armstrong, Gagarine, puis Tom Stafford et Leonov, qu'on est arrivé à faire cette station spatiale, qui est un emblème assez fort, puisque c'est l'élément le plus complexe jamais réalisé dans l'espace, qui concerne les Russes, les Américains, les Japonais, les Canadiens, les Européens. C'est 10 pays en Europe, donc c'est 15 pays qui coopèrent ensemble. Et c'est un programme qui marche très très bien depuis 1998. Donc on en est à 26 ans de station spatiale, et la station fonctionne parfaitement bien. Et ce matin, j'étais avec des managers pour leur dire quel est l'ingrédient pour que ça fonctionne bien. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la triple congruence. Quand on est dans ce travail d'astronaute, la congruence, vous savez ce que c'est l'alignement. C'est-à-dire je pense, je dis, je fais sont alignés. Congruence par rapport à soi, qui permet aux astronautes d'avoir la confiance par rapport à eux pour être alignés, pour être innovants. Congruence par rapport à l'équipage, pour qu'on soit suffisamment en confiance lorsqu'on est dans un vol long pour dire un jour, je ne me sens pas bien, je dis quand on bord, aujourd'hui on va faire un truc un peu plus léger parce que je ne suis pas en forme. La sortie extravésiculaire, on va la reporter d'une journée parce que je ne suis vraiment pas au top aujourd'hui. Et puis congruence étatique. Pourquoi ? Et parce que le module américain et le module russe sont ouverts, il n'y a pas de porte qui va les séparer en deux. S'il y a une fuite dans le module russe, les Américains vont le savoir, donc on ne peut rien cacher. Et cette triple congruence a donné cette confiance associée à la vision commune qui était le drapeau Terre sur Mars ou Terre sur la Lune qui a permis de faire cette station spatiale. Donc vous voyez, une idée qui est quand même grande, malgré les pays qui se battent en ce moment, on voit les combats comme il y a en Ukraine, comme il y a en Israël, qui sont extrêmement tristes, catastrophiques. Au-dessus de tout ça, il y a quand même le milieu spatial où des gens travaillent ensemble, des gens coopèrent ensemble, se sauvent la vie ensemble et essayent d'avoir le fonctionnement vers le drapeau de Terre pour le futur. L'histoire qui se raconte sur Leonov, l'histoire qu'on n'a jamais racontée, c'est que vous savez que les astronautes avaient des voitures de fonction, ils avaient des Volga. Et donc les Volga, ils ne pouvaient pas la conduire parce qu'on avait souvent des soirées où on buvait du liquide transparent comme ça, mais avec un liquide différent à l'intérieur. Donc c'était impossible de conduire quand on avait un chauffeur. Et vous savez, quand on prenait la route de Moscou vers la Cité des Étoiles, cette route, l'hiver est vraiment gelée. Et la route fait un grand virage à un moment donné. Et juste à côté de ce virage, j'ai jamais compris pourquoi, dans le côté extérieur du virage, il y a un lac. Et un jour, en rentrant un peu vite avec la Volga, la voiture dérape, la voiture part, tombe dans le lac. On est en mois de janvier, il fait moins 30, moins 40, la voiture tombe dans le lac et tombe au fond avec le chauffeur à l'intérieur. Leonov, c'est un costaud, vous avez vu, hein, il faisait quand même un mec costaud très très fort. Il sort de la voiture et très bien, il cherche son chauffeur, le chauffeur n'est pas là. Le chauffeur est dans la voiture, au fond du lac. Il redescend par moins 30, chercher le chauffeur pour lui sauver la vie. Donc c'est un gars qui était vraiment très très humain. Et ça m'avait marqué parce que c'était un garçon qui a toujours été comme ça jusqu'au bout. Ouais, très très bien. Il y a un petit garçon de 9 ans qui est allemand qui m'a écrit il n'y a pas très longtemps, il m'a dit « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Alors je lui ai dit « Je ne peux pas dire, à part ma croyance, je ne peux pas le dire. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on est là-haut, la Terre est vraiment belle, très très belle, incroyablement belle, miraculeusement belle, religieusement belle. Religieusement belle. Donc vous voyez, après, je connais tous les astronautes français et étrangers.
J'ai des copains français, excellents amis, qui ne croient pas, qui ne sont pas croyants. Moi, je suis croyant avant. C'est-à-dire que la croyance ne va pas changer pour le vol spatial. Si vous êtes croyant, vous allez rester croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous êtes croyant. Mais quand on voit la Terre, c'est quand même difficile de rester insensible. Il y a un côté incroyable. Vous regardez la Terre, ce qu'on nous cache quand on est sur Terre, c'est qu'on nous cache l'extrême de l'extérieur. Par exemple, la Lune, quand on la voit, elle est jaune, elle est jolie, elle est souvent en croissant, donc c'est vraiment poétique. On fait des dessins, vous savez, avec la Lune en croissant, avec le petit garçon qui est posé sur l'encre de la Lune. Mais quand on voit la Lune en vrai, de l'extérieur, on n'a pas les couleurs de l'atmosphère, c'est gris, c'est triste, c'est pas beau du tout. À la dernière mission Apollo 17, les astronautes ont dit « on se casse d'ici, c'est épouvantable, il y a de la poussière partout, on se casse, c'est l'horreur ». Donc c'est pas un endroit agréable. Le seul endroit vraiment agréable, c'est la Terre. Et d'ailleurs, c'est dans les missions Apollo, où on cherchait la Lune, qu'on a découvert la Terre. Rappelez-vous cette photo où on est, le vaisseau Apollo, il est autour de la Lune, et on voit la Terre qui se lève, on a un lever de Terre par rapport à la Lune, on dit qu'est-ce que c'est beau? Est-ce qu'est-ce qui est beau? Bien sûr, c'est le contraste de la Terre avec toutes ces couleurs chatoyantes par rapport à la Lune qui grisâtre et qui est une tristesse infinie. Et qui plus est, dans le système solaire où nous sommes, on n'a pas trouvé une petite herbe de 5 mm. Donc la vie, elle est vraiment extrêmement cachée, s'il y en a. Donc il y a un petit côté miraculeux, et vous savez qu'on a lancé des expériences pour trouver les exoplanètes. Donc quand vous voyez une étoile, c'est pas une étoile seule, c'est un corps comme un soleil avec des planètes qui tournent autour. 5, 6, jusqu'à 9 planètes autour, et on a calculé les vitesses de rotation pour trouver que ces planètes peuvent être à une distance telle que la température est entre 0 et 100 degrés. 0 et 100 degrés, ça veut dire que l'eau liquide est possible. Si l'eau liquide est possible, eh bien, il peut y avoir de la vie. Donc, exoplanètes, c'est des planètes où la vie est possible. C'est des planètes où on pourrait vivre s'il y avait de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'il y ait de la vie, mais on cherche beaucoup. Notre travail à nous, c'est de chercher. Chercher, c'est pour comprendre pourquoi, sur le système solaire, Mars et la Terre sont des planètes jumelles. Il y a eu de la vie sur Mars, il y a eu de l'eau liquide sur Mars, donc peut-être de la vie sur Mars. Cette eau a disparu parce que l'atmosphère a disparu, il ne reste plus que 1% de l'atmosphère. Et ce qu'on veut savoir, c'est que vu que la Terre et Mars sont similaires, faire tout en sorte que l'atmosphère ne disparaît pas sur la Terre. Vu qu'elle a disparu sur Mars, elle pourrait disparaître sur la Terre. Le jour où l'atmosphère a disparu sur la Terre, eh bien on est mort, on est tous morts. Les océans vont s'évaporer, il n'y aura plus de vie, même si on vit dans des sous-sols, on ne pourra pas vivre. Donc ce qu'on veut, c'est connaître vraiment l'historique de Mars pour que ce phénomène ne se reproduise pas sur Terre. Alors ça va prendre des années. Mars, c'est pas avant 2050, donc on va prendre le temps, c'est pas urgent. Mais quand même, il y a quelque chose, on sait qu'à terme, on pourrait avoir le destin de Mars. Donc le motif principal... C'est protéger la Terre. Ok. Nous, c'est protéger la Terre. Allez, Mars, par exemple. alors, certains vous diront, comme Musk, de retrouver la vie, de refaire une vie sur Mars, mais aujourd'hui, recréer une vie sur Mars, honnêtement, si on va sur Mars aujourd'hui, on va vivre dans des containers sous la terre ou des choses comme ça, mais on va pas vivre comme sous les palmiers aux Antilles. Hein, c'est différent quand même. Hein, ça va être une vie un peu plus différente quand même. On n'a aucune idée de savoir pourquoi il n'y a plus d'atmosphère sur Mars. Il y a plusieurs hypothèses. En ce moment, on a envoyé des capteurs sismographes sur Mars. On pense qu'il y a eu un choc par un immense astéroïde. Et d'ailleurs, quand vous regardez celui qui est tombé dans le golfe du Mexique il y a plusieurs millions d'années, qui a fait disparaître les dinosaures, cette taille d'astéroïde tombée sur Mars, comme Mars est plus petite, Mars n'a pas la capacité magnétique de garder l'atmosphère. Parce que l'atmosphère reste par l'attraction. La Terre est suffisamment grosse, donc suffisamment volumineuse, et sa masse est capable de maintenir cette couche d'atmosphère qui pèse lourd quand même autour d'elle. Mars étant plus petite, n'a pas eu la force de garder l'atmosphère suite au choc d'un astéroïde. C'est une hypothèse. Du coup, là, il n'y a rien à faire. Ah bah si, il y a à faire. Au contraire, il y a à faire. Et ça, c'est mon cheval de bataille. C'est d'abord détecter les astéroïdes, avoir des capteurs qui voient de plus en plus loin. Deuxièmement, savoir intercepter un astéroïde. On sait le faire. On sait envoyer des fusées qui vont chercher des astéroïdes à 600 millions de kilomètres et ramener des échantillons sur Terre, donc on sait le faire. Et finalement, en troisième lieu, plus tard, aller avec des humains sur les astéroïdes, mettre des moteurs sur l'astéroïde pour pousser l'astéroïde de façon à ce qu'il dévie la Terre. Et ça aujourd'hui... Il y a un film qui est... Armageddon. Alors aujourd'hui, ce sont des scénarios complexes et difficiles, les gens n'y croient pas, mais un jour ce sera faisable. Tout ce qui...
dans l'optique de l'atmosphère que de l'optique d'éviter la catastrophe, parce que c'est... Mais vous savez, on a eu ce grand astéroïde qui est tombé pour la fin des dinosaures, mais il y en a un petit qui va arriver bientôt, qui fait 300 mètres, Apophis 2029, s'il tombe sur la Terre, c'est catastrophique. C'est élévation de température de 50 degrés, et c'est la fin d'une partie des habitants sur Terre. Pour l'instant, il passe à côté de la Terre, mais on ne sait pas. Il passe en 2029. D'ici 5 ans, s'il change de trajectoire, s'il rencontre une autre planète qui défie sa trajectoire, on n'est pas bien. Et aujourd'hui, on est tout à fait dans la cinématique du film Don't Look Up. Il y a un danger, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, lorsqu'on a fait l'expérience d'envoyer un satellite sur le satellite d'un astéroïde pour le taper dessus avec un bloc de 500 kg pour le dévier, le calcul montre qu'on a dévié sur la vitesse de 1 sur 57 millions. C'est-à-dire que pratiquement rien. On n'a absolument rien fait. Et le jour même, les grands astronomes disaient bah maintenant on peut vous le dire, on a 30 000 astéroïdes dangereux autour de nous. Mais on ne nous dit pas ça. Vous voyez ? Donc il y a un danger. La Terre n'a pas de scaphandre, la Terre n'a pas de carapace. Si un jour on est attaqué par un astéroïde, on est tous morts. Et le jour où on sera vraiment dans une condition difficile par rapport à un astéroïde, je peux vous assurer que tous les pays vont coopérer ensemble pour protéger la Terre. La seule façon de se protéger ensemble, de façon uniforme, c'est qu'il y ait un danger qui vient de l'extérieur. Et le danger, on l'a identifié, c'est l'astéroïde. Bien sûr, les chances sont quand même minimes. On a, d'après le CNRS, les statistiques de choc d'astéroïdes mortels sur la Terre, c'est 2 par siècle. 2 par siècle. Donc, mortel, c'est-à-dire qu'ils tombent sur des régions où il y a des morts. Depuis 5 siècles, on a un recul historique de traçage des astéroïdes qui sont tombés sur la Terre. Et à chaque fois qu'ils sont tombés, à raison de 2 par siècle, c'est des gros quand même, 2 par siècle c'est des gros, il y a eu quand même à chaque fois des morts. En général, ils sont tombés en Sibérie. Donc la Sibérie, donc là, il n'y avait pas grand monde comme habitation. Hein. Paris, la densité d'habitants en Sibérie, c'est pas celle de Paris. Hein. Donc il y a moins de morts quand même. Mais ça peut tomber sur Sibérie, ça peut tomber sur Paris. Le petit qui est tombé en Sibérie il y a 6 ans, vous savez qu'il est tombé, s'il était tombé juste avant à Helsinki, la ville était détruite. Oui. Donc c'est quand même dangereux, mais on ne s'en occupe pas assez. Quand vous regardez les astronautes, ils disent tous la même chose, hein, que l'atmosphère est faible, que petite, 100 km, c'est rien. Mouvement groupé, enfin Alors, le mouvement groupé, on a effectivement ce qu'on appelle l'ASE, Association des Space Explorers, où on s'est réunis tous les ans. L'association a à peu près 40 ans, et on a, sur les 600 astronautes qui existent, on a 400 qui sont membres, actifs, qui payent leur cotisation, et on se réunit à 100 astronautes par an, avec 30 Russes, 30 Américains, 30 Européens, puis des Japonais, même les Chinois viennent, donc le monde entier vient. Il n'y a plus de frontières. Nous sommes la seule communauté où il n'y a aucune frontière. Malheureusement, cette année, la réunion a lieu en Hollande. Les Hollandais refusent les Russes, donc c'est une association qui a été créée par les Russes, où les Russes sont refusés. Donc on a failli boycotter, mais on dit bon, on laisse quand même, on va voir les Russes en visioconférence, parce que le visa n'est pas accepté en Hollande pour les Russes. Ils peuvent venir en France, mais ils ne peuvent pas venir en Hollande. Et des astronautes qui font partie de cette... Oui, les astronautes, et même les astronautes privés. Par exemple, les astronautes qui ont payé leur vol avec le Soyouz sont également membres, et ceux qui ont fait des vols même suborbitaux sont également membres s'ils veulent. On a des gens qui ont payé leur mission et qui sont membres de cette association. On est obligé de s'entendre avec tout le monde, et ça fonctionne bien. Et c'est grâce à cette association que tout le monde parle ensemble. Nous avons les Chinois qui sont avec nous, qui sont brillants. Les Chinois sont brillants, brillantissimes. On a fait il y a 8 ans la réunion des astronautes ASE, on l'a fait en Chine, à Pékin, à côté du centre d'astronautes chinois. Et vous savez, à l'époque, ils avaient 10 astronautes, 10 taïkonautes, dont 2 femmes. Et la deuxième femme a fait un speech. Et vous savez, chaque fois qu'on fait ces réunions, on a le prix du meilleur speech sur l'éducation. C'est la chinoise qui a gagné. C'était incroyablement bien préparé, bien fait, et tout le monde était sensible à ces arguments. Donc ils sont excellents, excellents. Je ne profiterai pas pour dépenser tout le temps, mais vous parliez en quelle langue? Chez les Russes, par-russki. Мы говорим по-русски. En russe. Le russe, c'est pas compliqué. Disons que les 25 premières années sont compliquées, après c'est facile. La vodka aide. La vodka aide, c'est de la répétition. Hein. Moi, j'arrivais pas à apprendre le russe. Hein. Ils m'ont dit, ils me disaient toujours « Pavtareni matuchin ». La répétition est la mère de l'enseignement. Et à force de répéter, on y arrive. Le problème avec le russe, c'est que c'est tellement compliqué à apprendre que le jour où vous l'avez appris, vous ne pouvez plus l'oublier. Ça reste. C'est comme les dents de requin ou dents de serpent, ça rentre dans le cerveau, ça ne ressort plus. Alors j'ai oublié l'italien, mais je n'oublie pas le russe.
Non, c'est une expérience incroyable. Vous savez que d'abord, bon, c'est incroyable parce que ces missions, la station spatiale. Mais ce qui est surtout incroyable, c'est que lorsque j'ai vu la station, la première fois, la station, la Terre est très belle, mais je vois la station qui est là-haut, et je me suis dit, bon, la station est là-haut, c'est beau, mais ce qui derrière, c'est l'humain. C'est l'humain comme vous et moi, hein. Ce sont des gens comme nous, des ingénieurs, qui ont conçu les vaisseaux, qui les ont assemblés, qui les ont rendus étanches, qui ont mis des systèmes électriques à l'intérieur, et qui ont permis des cinématiques pour qu'un vaisseau se rejoigne avec l'autre. Et là, moi, j'ai été admiratif devant la mathématique de l'humain, devant le calcul humain, devant la capacité de l'humain de faire des choses. Si on est capable de faire des stations spatiales, on peut faire des choses absolument incroyables. Donc moi, j'ai un sentiment fondamentalement positif par rapport à l'humain. Et même s'il y a des gens qui s'étripent en ce moment avec des guerres qui sont inutiles, je suis vraiment positif pour le futur. La chance qu'on a, c'est que vous avez 15 jours l'ISS, et quand on la voit plus, on voit Tiangong, qui est la station chinoise. Donc vous en voyez une ou l'autre. Tout le temps, il y en a une. Ouais. Peut-être une petite question de ma part, parce que j'ai eu l'occasion d'aller, la chance d'aller dans la salle au CNES où on entend les communications en direct avec la station spatiale. Le CADMOS. Exactement. J'ai été impressionné, parce que j'avais une vue sur le planning des astronautes, j'étais impressionné de la densité des expériences scientifiques. Ouais. Et donc à l'époque où vous y étiez, est-ce que c'était aussi dense? Ouais, c'est plein pot, hein, c'est toute la journée du matin jusqu'au soir. Dans la deuxième mission que j'ai fait chez les Américains, j'ai eu 2 heures de libre pour regarder par dehors, tout le reste était toujours occupé. Ouais. Non, c'est très dense, c'est la minute presse qu'on veut. Et quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué? L'expérience scientifique. Alors l'échographie, ça m'a beaucoup marqué parce que l'échographie, elle était agréable comme expérience parce que c'est une expérience où on s'entraîne beaucoup, où on apprend à être manipulateur échographe, donc on arrivait à manipuler l'échographie et de voir les évolutions du corps en échographie. Notamment, on était chargé de voir que dans l'espace, comme on est en apesanteur, le sang est irrigué naturellement, donc le cœur qui sur Terre doit pousser comme un fou pour amener le sang au cerveau, automatiquement, eh bien le cœur va diminuer tout doucement. Donc on s'en doutait de façon empirique, mais le cœur diminue un tout petit peu, comme ça, et on l'a filmé, on l'a mesuré avec un échographe à l'époque en 92, et donc c'était important de voir ces évolutions d'adaptation. Et c'est vrai que c'est la question que je pose aux gens, quand je fais des conférences avec les managers, je leur dis, vous voyez, on a des capacités de management qui sont incroyables, donc 2 questions, quelle est la checklist de l'adaptation, mais surtout, sachant qu'on arrive à s'adapter de façon phénoménale, on passe de gravité 1G à gravité 0G, donc c'est un facteur de millions, hein, bien sûr, vu qu'on est capable de s'adapter, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'on n'a jamais mis en place, par peur de ne pas s'adapter? Parce que finalement, nous vivons un peu dans la peur du changement. Quand on passe à la semaine de 40 heures ou 35 heures, quand on change quelque chose dans le travail, les gens se disent « Oh, on change quelque chose, ça va être catastrophique ». Finalement, les changements sont faits pour le bon, mais les gens ont peur du changement. On vit dans la peur. Et comme on a la capacité d'adaptation, on pourrait faire des choses beaucoup plus grandioses. Nous, on prend 10 fois plus de radiation que ce qu'on a sur Terre, donc, parce qu'on est à 400 km, et on est en dessous des Saturnes de Van Allen qui sont à 500-600 km, donc on est protégé par Van Allen, mais on prend plus que sur la Terre, parce que la Terre, on a l'atmosphère qui protège. Donc on prend 10 fois plus. Ce qui fait qu'un astronaute aujourd'hui peut faire un vol, peut faire 2 vols de 6 mois, quand on est européen, parce qu'on n'a pas suffisamment de vols, mais la limite en radiation, c'est 3 vols de 6 mois, donc 1 an et demi pour les Américains, et les Russes, en théorie, c'est 4 vols de 6 mois, donc ça serait donc 600 et quelques jours, mais ils ont overshooté. Là, il y a un gars en ce moment qui est en train de battre le record. Il a dépassé 1000 jours. Donc il va passer au-dessus de 1000 jours dans l'espace. Ça, c'est facile parce qu'on est quand même 1000 jours à 400 km. On est protégé par le faisceau de Van Allen. Par contre, quand on ira sur la Lune, on n'aura plus Van Allen et donc les dimensions vont être beaucoup plus courtes. On aura un maximum de 45 jours à cause des radiations. Et la limite principale qui nous empêche d'aller sur Mars, c'est pas l'argent ni la technicité, c'est les radiations. Aujourd'hui, si on va sur Mars, on meurt au bout de 45 jours. Donc le voyage dure 6 mois. Oui, donc on n'est pas bien quand même. Même si vous prenez un vaisseau comme un Soyouz, même si vous mettez 1 mètre de plomb partout autour du Soyouz, vous ne protégez pas à 100%. Vous protégez à 90%. Les protons du Soleil sont tellement forts et tellement rapides qu'ils vont rentrer dans le plomb et ils vont atteindre l'astronaute au bar. Alors que l'atmosphère est bleue. L'atmosphère et Van Allen, les deux. C'est un champ magnétique qui passe du pôle nord au pôle sud, et ce champ magnétique, il est perpendiculaire aux protons, et donc il freine les protons. Ça c'est pareil, c'est un truc qui a été fait de façon un peu miraculeuse.
pourquoi on a un champ magnétique qui est là pour nous protéger. Sans ce champ magnétique, on serait tous morts aussi. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont... Les autres planètes n'ont pas non plus. Bah, la Lune en a pas, Mars en a un, plus faible, on a un aussi, Mars en a un. Une boussole ne marche pas sur la Lune, mais une boussole marche sur Mars.